Bon, Lohan, alors moi ça me fait plaisir de t'avoir sur le podcast parce que tu es un footballeur semi-pro qui a pris sa retraite récemment et moi je ne connais rien du tout au foot. Tout ce qui est sport collectif et tout ça, je suis vraiment un gars de tout ce qui est sport individuel et c'est quand même quelque chose qui m'intéresse, tu vois, de voir un peu le parcours de quelqu'un voilà, qui a quand même joué à haut niveau, je pense qu'on peut dire. Hein, semi-pro, c'est quand même du haut niveau. Donc déjà, pour un gros néophyte comme moi, c'est quoi la différence entre un joueur semi-pro et un joueur pro? Eh ben, salut Greg. Alors, même si même si t'es un boxeur et que tu comprends pas forcément les sports collectifs, on va quand même discuter ensemble. Non, je dis ça parce que je trouve que généralement, c'est vrai qu'on a du mal à se comprendre entre sport individuel et sport co. Ouais, C'est vrai qu'il y a une vraie différence quand même de mm, compréhension, de comment on voit le sport de manière générale. Donc, c'est assez cool de pouvoir échanger là-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est la différence entre semi-pro et pro? En fait, c'est extrêmement simple. C'est que à la base, c'est le statut du club en 1, parce qu'en fait, certains clubs sont des clubs professionnels, et en fait, le simple statut du club en fait détermine le statut des joueurs qui y jouent. Donc, ok, un club qui va être professionnel, ça va être Ligue 1, Ligue 2, et bientôt la troisième division qui s'appellera normalement Ligue 3. Ligue 3 au moment où je te parle, qui deviendra professionnel, mais pour l'instant c'est que Ligue 1, Ligue 2, donc en fait c'est extrêmement simple, c'est que si tu joues dans ces deux clubs, tu es professionnel, si tu joues pas dans ces deux catégories, tu es pro, si tu n'y joues pas, t'es pas pro. C'est aussi simple que ça. ok, Voilà. ok. Après, il y a une autre définition qui est, voilà, c'est simplement en fait, est-ce que tu peux vivre de ton activité, mais qui est aujourd'hui en fait, même en étant semi-professionnel, tu peux en vivre, mais par contre, tu n'es pas reconnu comme professionnel. Voilà. Avec D'accord. t'as pas en fait, si tu veux, les mêmes contrats et les mêmes entre guillemets possibilités qu'un salarié, par exemple, tant que tu es semi-pro. D'accord. Mais t'es quand même rémunéré. Tu es quand même rémunéré et tu peux en vivre. Hein. Aujourd'hui, beaucoup de semi-professionnels, alors beaucoup n'en vivent pas, mais on en a beaucoup dans les niveaux où on joue, National 2, etc., qui en vivent. Alors attends, je t'ai désactivé ta vidéo sans faire exprès. Excuse-moi. Ouais. Je sais pas si tu peux réactiver. Ouais. Si t'as pas envie de me voir, tu me dis, hein, je peux me Et cacher. si, justement. En plus, t'es quand même un beau gosse, tu vois, donc ce Ah, serait dommage merci. qu'on te voit pas. Non, donc semi-pro, donc il y en a qui arrivent à en vivre. C'est quoi la différence en fait entre ceux qui en vivent et ceux qui en vivent pas? C'est le niveau du club ou... Niveau du club, budget du club, poste sur le terrain. Non, pardon. Niveau du club, statut du club, niveau du joueur, poste sur le terrain. Il y a pas mal de comment dire, de différences entre les clubs déjà, les joueurs, le niveau, le poste, et également, je peux t'ajouter un autre paramètre, c'est aussi le background, c'est-à-dire la carrière que tu as derrière toi en fait au moment où tu Ouais, signes dans le club, dans le club. Voilà. ok. Et donc alors pour les gens sachent quand même, donc toi tu jouais dans quel club et à quel poste? Alors moi, j'ai joué dans plusieurs clubs. Donc à la base, je suis originaire d'Annecy. J'ai joué toute ma vie quasiment à Annecy, puis sur le bassin annécien. Toujours ce qu'on appelle en catégorie nationaux. Ça veut dire que c'est le plus haut niveau qui existe en France, en catégorie jeune. Donc depuis 14 ans jusqu'à mes 19 ans. Ensuite, je suis parti dans un club professionnel, du coup à l'En Avant de Guingamp, en Bretagne, où Ok, j'avais pour objectif de devenir pro. Manque de peau, c'est pas passé comme j'aurais voulu, comme j'avais imaginé, etc. La difficulté du monde professionnel, la rigueur, pas mal de choses qui ont fait que j'ai pas réussi à devenir pro. Et ensuite, je suis rentré sur Annecy, j'ai rejoué à Annecy, puis j'ai terminé en fait si on peut appeler ça carrière, dans un club de National 2 qui s'appelle GFA Rumilly-Vallière. C'est un club semi-professionnel et juste pour que les gens puissent imaginer, l'année dernière en Coupe de France, c'est la plus grosse coupe qui existe dans le foot en France, qui rassemble tous les clubs de France. Donc c'est une compétition qui est disputée par 100% des clubs en France. On a réussi à aller en demi-finale et dans le dernier carré, il y avait nous, euh, Monaco, le PSG et le club de Montpellier. Et on ah a ouais. perdu contre Monaco en demi-finale de Coupe de France. Voilà, donc c'était une belle aventure aussi humaine et on est allé se battre avec les meilleurs, on va dire. Ouais, c'est ça, donc tu as joué quand même contre des gros joueurs, quoi. Ouais, 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 carrément. Ça, du coup, c'est bien. Je savais pas que c'était comme ça, tu vois, que tu pouvais justement être pas dans une des ligues majeures, mais que tu pouvais quand même te retrouver à jouer avec les plus gros clubs français, quoi. Ouais, en fait, tu as le championnat, c'est la saison classique en fait où tu affrontes des clubs de ton niveau, plus ou moins de ton niveau, et la Coupe de France qui est une coupe en fait que tu disputes avec tous les autres clubs et c'est un peu la magie du truc. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs la magie de la Coupe de France, c'est qu'en fait des petits clubs comme nous, enfin des moyens clubs comme nous,
On arrive à, parfois, de temps en temps, aller gratter des places, gratter des podiums, gratter des demi-finales comme on l'a fait. Et ça, c'est vrai que le foot est un des seuls sports où tu as en fait ce mélange et la possibilité pour des petits en fait d'aller titiller des gros. Ouais, mais ça, je trouve ça top parce que c'est un peu le côté de l'outsider ou même, tu vois, c'est un peu au final le Rocky, quoi. Tu vois, le mec qui, qui a sa chance de combattre le plus grand champion, qui est pas du tout voilà, au même niveau. Et puis, bah, il a quand même sa chance, quoi. Ça fait, je trouve, des histoires super sympas et ça doit être hyper cool et hyper motivant, en fait, d'avoir cette perspective de se dire, putain, si on continue à gagner, là, on va peut-être se retrouver face à Monaco ou face à tel joueur. C'est parce que je pense que c'est quand même aussi un privilège de pouvoir, Ah même ouais. si tu les affrontes, c'est un privilège de pouvoir jouer face à des stars, quoi. Ah, clairement, bah, typiquement, il y a quand même des niveaux d'écart, hein. Je veux dire, tu le ressens sur le terrain, mais en soi, tu sais dès le début quand tu joues la Coupe de France que si tu te démerdes bien, tu peux aller très loin. Et ce qui est vraiment ouf dans notamment cette compétition-là, c'est la ferveur que ça crée déjà dans l'équipe avec les autres joueurs, parce que tu crées vraiment un truc qui est unique et un truc que tu te souviendras toute ta vie. Et surtout, la ferveur que ça crée autour, dans le club, donc les bénévoles, les dirigeants, les supporters, même les gens de toutes les autres villes autour qui deviennent juste fous pendant cette période-là. Donc c'est vraiment, en tout cas en tant que footballeur, je pense pas que tu puisses vivre quelque chose d'aussi puissant, on va dire émotionnellement, qu'un parcours en Coupe de France comme nous on a eu la chance de faire. Et c'est quoi qui fait la diff par exemple, bah, en fait, là, c'était l'une des premières fois que vous retrouviez, que ce club-là, il se retrouvait en demi-finale, c'est ça? Ouais, bah c'est hyper rare, hein, si tu veux. Il y a des chances que le club n'y retourne jamais, quoi. Enfin, Alors, c'est même quasiment sûr qu'il n'y retournera jamais. qu'est-ce qui fait que vous avez réussi à le faire? Je pense qu'il y a deux paramètres pour moi sur les aventures comme ça en coupe. Le premier, c'est la chance. Ouais. C'est-à-dire la chance des tirages. On a éliminé aussi juste avant Monaco et le club de Toulouse, tu vois, c'est pas rien. Euh, et avant ça, on avait eu des tirages qui étaient plutôt favorables. On avait tiré plutôt des petits clubs. Donc déjà au niveau du tirage et puis aussi au niveau des scénarios de match, bah, tu as tout qui se passait bien. On avait de la chance, on encaissait très peu de buts, parfois avec chance, encore une fois. On marquait, etc. Et en fait, donc tu as cette première notion de chance, je pense. Et également, et c'est là en fait, pour moi, ce qui me plaît le plus dans les sports collectifs, c'est aussi bah, en fait, tu as quelque chose qui se crée entre les joueurs. Tu as une sorte d'énergie en fait supplémentaire, comme si tu jouais à un joueur de plus en fait, hein, concrètement. Et tu as tout le monde qui tire en fait le truc dans le même sens, qui se bataille les uns pour les autres. Et c'est ça qui crée, selon moi, aussi des parcours comme celui-là. Ouais, une émulation qui se crée, quoi. Ouais, clairement. Et le quotidien entre, du coup, un joueur comme toi qui était en semi-pro et un pro, est-ce que la quantité d'entraînement, le type d'entraînement est fondamentalement différent? Non, euh, il n'est pas différent. Allez, un petit peu, si tu veux, ils vont avoir peut-être un entraînement ou deux supplémentaires par semaine. Non pas que nous, on n'a pas envie de les faire ou etc. Mais en fait, c'est qu'il n'y a pas le temps, si tu veux, parce que tu as souvent une majorité du groupe qui travaille à côté. Donc, c'est très difficile d'aller doubler des séances quotidiennement, du style, des fois, tu t'entraînes le mardi matin. Quand tu es pro, tu vas t'entraîner le matin et l'après-midi. Bah, quand tu es semi-pro et que la moitié de l'équipe bosse, bah, c'est hyper difficile de doubler. Donc, fondamentalement, au niveau du rythme, j'ai envie de te dire, d'entraînement, c'est pas la même chose. Par contre, là où il y a une différence quand même avec les professionnels, c'est tout ce qui va être récup, soins, où là, il y a vraiment une grosse différence, c'est-à-dire qu'en club professionnel et en structure pro, tu es quand même bien plus encadré. Il y a quand même beaucoup plus de monde qui est là pour favoriser les moments de récup et te rétablir le plus vite en cas de petit pépin ou de petit pet, tu vois. Et est-ce que toi, justement, sur ce côté-là qui peut du coup pêcher un peu, tu t'es formé là-dessus ou tu faisais la démarche de toi-même travailler sur ta récupération ou... Bah, je vais te la faire simple. Ça a toujours été mon plus gros problème depuis que Ouais, je suis jeune, c'est de ne pas avoir compris l'importance des temps de récup et l'importance de se soigner correctement. ouais. Et j'ai tellement pas compris à quel point c'était important qu'aujourd'hui, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté, qui fait que j'étais beaucoup trop blessé et surtout j'avais beaucoup trop de séquelles de mes blessures passées et du fait que j'avais pas pris soin de moi en fait, en dehors. C'est quand même un sport qui est ultra traumatisant, quoi.
clairement, chaque semaine, il y a quelque chose. Et je te prends simplement la différence entre moi et certains des mecs qui jouaient avec moi à l'époque. Euh, Si on doit parler purement niveau, j'étais au niveau, voire supérieur. Mais par contre, ils avaient une hygiène de vie qui était bien meilleure que la mienne. Hmm. Et aujourd'hui, c'est ces mecs-là qui vivent une carrière de dingue et moi qui ai dû arrêter à cause de ces pépins-là, en partie. Je te dis pas que c'est que à cause de ça, mais en partie à cause de ça. Donc, si tu veux, j'étais extrêmement mauvais élève. Et si je dois revenir en arrière, c'est une des choses que je changerais directement, plus que l'entraînement, plus que les qualités de joueur en tant que tel, mais c'est vraiment la capacité à comprendre l'intérêt de tout ce qui se passe en dehors du terrain. Ouais, parce qu'on voit que là, j'en entendais parler hier avec Greg Velu, là, que Ouais. je Ah crois que ouais, tu je connais. connais bien. Donc, et on discutait de ça sur le fait que, par exemple, LeBron James, il est réputé pour lui, je crois qu'il investit 3 millions par an sur juste sa récupération, tu vois. Ouais, clairement. Mais t'en as Et plein, hein. Aujourd'hui, tous les plus grands joueurs, tous les plus grands sportifs, ils ont vraiment des processus qu'ils mettent en place en dehors des séances. C'est pas pour rien. ouais. Mais il y a plein de choses que tu peux faire par toi-même. C'est pour ça que je te posais la question. Tout ce qui est automassage, étirement, peut-être, je sais pas, trouver l'accès à un sauna, de la cryo, des trucs. Il y a des Ouais, les choses bains que. froids, les bottes, les automassages, les pistolets, etc. C'est tout des choses que tu peux faire et que tu dois faire, en fait, au final. Ouais. Ouais. Et alors, est-ce que tu sais pourquoi toi tu l'as pas fait? C'est que est-ce que enfin, est-ce que tu as compris trop tard l'importance ou c'est un truc que ça te saoulait de le faire et du coup tu l'as pas fait? Les deux. Les Ouais. deux, ça me saoulait de le faire. Aujourd'hui, je regrette bien. Et la seconde chose, c'est ça fait quand même 23 ans que je joue au foot, tu vois. Et on a beau dire ce qu'on veut, mais on nous a jamais sensibilisés en fait à ça. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a certaines personnes qui à un moment donné vont te dire ouais, t'aurais dû, ou il faut que tu fasses ça. Mais à un moment donné, on nous a jamais expliqué ni pourquoi, ni comment le faire. Et à un moment Ouais. donné, voilà, t'as 17, 18 ans, etc. Ta préoccupation, c'est pas de faire ton automassage ou ton truc. Ton automation, c'est d'aller voir la petite copine à la sortie de l'école, d'aller manger un kebab avec les autres ou machin, tu vois. Et c'est vrai que je pense que déjà, ça me faisait chier. Et je te le redis, je regrette. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas suffisamment été sensibilisés à ça parce que je pense même que les personnes qui nous entraînaient, etc., n'étaient pas eux-mêmes sensibilisés à ça. Tu vois. Ouais. Ah, mais après, c'est une boucle, c'est une sorte d'absence de tradition de faire ça qui se perpétue de génération en génération, quoi. Ouais, clairement. Et il y a plein d'exemples comme ça. Et il y en a un qui est hyper marquant qui m'a frappé. Bon, je pense que tout le monde connaît Karim Benzema dans le foot. Karim Benzema, il a toujours évolué en France dans sa jeunesse, etc., à Lyon. Et c'est des choses qu'il a jamais pris en compte non plus. Donc, il faisait exactement ce que je suis en train de te dire là. Il allait juste s'entraîner, etc. Mais à partir du moment où il est allé dans d'autres pays, notamment quand il a signé en Espagne au Real de Madrid, c'est là où il a commencé à être sensibilisé à ça, qu'il a vu d'autres joueurs s'entraîner autant en dehors que pendant les séances et prendre soin de lui. Et c'est là, en fait, où justement, une fois qu'il a été sensibilisé et qu'il a vu de ses propres yeux que ça fonctionnait, c'est là où il s'est mis à le faire. Donc, tu vois, je pense que aussi en France, on est en retard par rapport à ça aussi. Mais ça crée un peu, aussi moi j'en parlais dans un de mes emails là récemment, mais c'est un peu une sorte de boucle de dopamine, c'est-à-dire que quand tu fais ça, ça te fait du bien, parce que ça te fait du bien déjà physiquement. Après, tu sens que tu as mieux récupéré, tu es plus performant. Donc tout ça, ça active en quelque part en fait une sorte de plaisir de dopamine et ce qui te donne envie de le refaire, quoi. Ouais. Mais tant que tu n'as pas passé le cap de le faire et que tu vois ça comme un truc de plus à faire alors que c'est déjà fatigant de s'entraîner, que tu as envie de passer du bon temps à côté et tout, bah en fait, tu vois ça comme un truc pas agréable et donc c'est pas du tout attirant, quoi. Ouais, c'est clair. Mais il vaut mieux cette boucle de dopamine-là que l'inverse, tu vois, et celle, moi, dans laquelle je suis, c'est-à-dire, en gros, tu vas à l'entraînement, tu sais que tu vas avoir mal, il y a des chances que tu n'ailles pas jusqu'au bout de l'entraînement, derrière, tu as mal jusqu'au lendemain, et, Ouais. tu réenchaînes jusqu'au jour où tu dis, bah écoute, je prends zéro plaisir, je deviens mauvais parce que j'ai pas 100% de mes capacités, je passe plus de temps à arrêter l'entraînement que de le faire en entier, donc au bout d'un moment, stop, quoi. Et t'es passé rapidement dessus, mais je sais pas si c'est parce que tu veux pas trop en parler, mais donc quand tu étais dans l'équipe pro, est-ce que tu veux revenir un peu sur ce qui s'est passé? Pourquoi en fait t'as pas réussi, enfin, ou t'as dû changer de projet, quoi? Ouais. Non, non, enfin, je sais pas que je peux en parler. En gros, si tu veux, je suis parti très tard de chez moi pour intégrer une structure professionnelle. J'avais 17 ans, c'est tard dans le foot. Ouais. Généralement, tu pars aux alentours de 12, 13, 14 ans pour intégrer un centre de formation et ensuite
peut-être que tu as la chance de passer pro. Moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti à 17 ans en intégrant tout de suite le monde des seniors, donc des adultes, et en m'entraînant avec une partie des joueurs professionnels et une partie des joueurs de l'équipe réserve. C'est l'équipe numéro 2, en fait. C'est souvent comme ça. Tu as une équipe pro et tu as une équipe réserve. Et moi, à 17 ans, j'étais dans l'équipe réserve, donc je faisais partie des plus jeunes. Sauf que je me suis dit, bah écoute, je vais y aller, bah ça va être facile, comme ça a toujours été facile pour moi, tu vois. Je vais jouer, ça va bien se passer, et puis je vais devenir professionnel, tu vois. Je suis parti, moi, je veux dire, pas 36 000 questions. Sauf que la réalité, elle est quand même tout autre. C'est que je suis passé de m'entraîner 4 fois par semaine et puis dans un club familial dans lequel j'ai toujours été et dans lequel tout se passait bien, à un club où il fallait que je prouve, où il fallait que je sois bon, non pas que les week-ends, mais 5 jours par semaine à l'entraînement, avec des mecs qui se tiraient la bourre et qui étaient meilleurs que moi, tu vois. Et j'ai eu du mal vraiment à accepter cette difficulté-là. En plus de ça, il s'est ajouté le fait que je venais de passer mon bac et j'ai arrêté l'école. Parce qu'en fait, à Guingamp, alors ça a dû changer depuis, mais il n'y avait pas d'études supérieures là-bas. C'est-à-dire que la seule université qu'il y avait, c'était à Saint-Brieuc, donc il fallait prendre le train. Moi, j'entraînais 2 fois par jour, sur certaines journées, donc hyper difficile d'aller à l'école. Et en fait, si tu veux, il y a eu un mix de... je suis arrivé dans un autre monde, et j'ai pas réussi à m'adapter. Il y a eu aussi un truc où je perdais mes repères, parce que déjà, je perdais tous les, entre guillemets, les amis, la famille, tout ce que j'avais ici, plus... je perdais aussi le seul truc social qui me liait un peu au-delà du foot, qui était l'école, je l'avais plus. Et je passais ma journée, en fait, à rien foutre, tu vois. C'est-à-dire jouer à la play. Et il y a eu ça, et en fait, si tu veux, mentalement, ça m'a mis tellement un choc. En plus que je retrouvais pas le niveau que je devrais avoir, etc. Parce que je pense qu'il y a eu un tout qui a fait qu'à un moment donné, j'étais plus moi, tu vois, et j'avais plus toutes mes capacités. Et un jour, en fait, moi-même, je voyais que j'y arrivais pas. J'ai pas eu les ressources, si tu veux, nécessaires pour m'accrocher. J'ai pas eu les ressources nécessaires pour me dire vas-y, continue quand même. Qu'un jour, en fait, je me suis levé un matin, j'étais mal depuis quelques semaines. J'appelais tous les jours mes parents en chialant, tu vois, pour te dire à quel point c'était chaud. Je pense que ce que j'ai dit, mais j'arrive pas à le dire encore aujourd'hui. Je pense que j'ai fait une dépression ou un truc comme ça, tu vois. À ce moment-là, je saurais pas le dire si ça en est ou pas. Et en fait, j'ai pris mon sac un matin et au lieu d'aller à l'entraînement, je suis allé juste dans le bureau du coach et je lui ai dit écoutez, je rentre chez moi. Donc, tu vois, le coach, il m'a dit, ouais, bah écoute, rentre chez toi, mais il pensait que j'allais partir, tu vois, genre 2-3 jours, tu vois, parce que je lui dis que j'étais pas bien, etc. Sauf que je suis jamais revenu. Et puis j'ai continué ma vie à Annecy en revenant là, quoi. C'est fou, ça. C'est fou, mais après, je pense que ça se comprend. Déjà, à 17 ans, t'es quand même pas. T'es encore un peu fragile, je pense, psychologiquement, tu vois, d'être balancé dans un monde d'adultes. Et puis, il y a toujours ce côté, je pense, où tu es celui qui brille dans ton environnement. Puis là, t'as plus ce statut-là, quoi. Donc, moi, je trouve que ça se comprend vachement, tu vois, ce que tu as vécu. Et peut-être que si tu avais été amené dans un centre de formation au départ, plus jeune et tout, tu l'aurais mieux vécu, tu aurais été mieux préparé, quoi. Là, c'est ce que moi, des fois, je dis dans les sports de combat, c'est il y a des gens, tu sais, qui ils aiment bien, du coup, faire du sparring, du combat rapidement. Mais en fait, entre ton travail technique et le sparring, il y a un gap, en fait, énorme. Et souvent, il y a des choses à faire entre les deux, quoi. Et toi, en fait, c'est ça, c'est que tu n'as pas eu l'entre-deux, la progression qui t'a préparé à affronter cet environnement-là, quoi. Ouais. Mais tu vois, je reviens juste sur un truc parce que je pense que comme tu le dis, il y a un gap entre les deux, mais ce qui a été le plus dur pour moi dans tout ça, en fait, c'est même pas le fait d'arrêter, parce qu'en soi, aujourd'hui, j'ai zéro regret par rapport à cette histoire, cette expérience. Au contraire, je l'ai fait, tu vois. Et j'ai essayé, j'ai vu, mais par contre, je nourris aucun regret de cette expérience-là, de pas avoir été joueur de foot, etc. Je suis hyper content de la vie que j'ai aujourd'hui. T'as ma petite église de midi là. Mais oui, toutes les heures. Mais t'entends bien quand même? Je peux parler en même temps ou pas? Ouais, on t'entend, t'inquiète. Et en gros, si tu veux, aujourd'hui, le plus difficile quand je dois revenir en arrière sur cette histoire, c'est pas vraiment moi, le fait de faire ces choix-là, de partir, etc. Ça a plus été le regard des autres sur mes choix et ce que les autres m'ont pensé. Ça va être ma famille qui a pas compris, tu vois, qui comprenait pas pourquoi j'arrêtais. Pour eux, c'était la chance de ma vie, c'était une connerie d'arrêter, etc. Et aussi le regard des autres personnes autour de toi ils comprennent pas ce que tu as fait, ils comprennent pas pourquoi tu es revenu, ils comprennent pas pourquoi tu as arrêté, ils comprennent pas tout ça. Sauf que, comme tu as dit là-bas, c'était franchement très très dur. En plus, Guingamp, je sais pas si tu connais, ou je sais pas s'il y a des gens qui écoutent qui vont connaître, mais c'est vraiment une petite ville. Guingamp, il y a rien.
Enfin, si Ouais. je dois te décrire Guingamp, il y a rien, mais vraiment. Il y a une rue, il y a une gare, il y a quelques commerces, il y a 37 bars, c'est tout. Enfin voilà, c'est vraiment. Non mais quand tu es jeune à Guingamp, Ouais. honnêtement, c'est hyper chaud, tu vois. Ça, en plus, j'avais pas de thunes, tu vois. Là-bas, tu signes là-bas, t'es ni professionnel ni rien du tout. Je crois que je gagnais de l'argent, mais je gagnais, je sais même pas, mais quelque chose de ridicule. Je pouvais pas vivre de ça. J'allais à l'entraînement, j'avais pas de bagnole, j'allais à pied. Guingamp, quand tu vas à pied à l'entraînement, 75% du temps, il pleut, tu vois. Et l'entraînement, c'était pas à 3 minutes, c'était 15, 20, 30 minutes, tu vois, selon 15 minutes en voiture, 30 minutes si t'allais à pied ou en trottinant. Enfin, je veux dire, Ouais. c'était vraiment chaud, tu vois. Plus tout le reste. Et en effet, en tout cas, j'ai très, très mal vécu ce truc-là, plus tout ce que je t'ai parlé avant, quoi. Chaud. Chaud, mais ça t'a pas empêché de rebondir. Et ça, au final, c'est marrant, c'est que ça aurait pu quand même te dégoûter complètement du foot. Ça m'a dégoûté complètement du Ouais. foot. Quand je suis revenu, Ouais. t'as la deuxième Deuxième sonnerie, c'est panne. 12h02. Euh, ça, ça aurait pu me dégoûter complètement, ça m'a dégoûté complètement du foot. Quand je suis rentré, j'ai passé 2 années où j'ai continué à jouer parce que c'était normal de jouer pour moi, parce que j'ai joué toute ma vie et que voilà. Mais par contre, j'ai mis absolument aucun investissement. C'est-à-dire, en gros, je venais juste pour dire que je mettais des crampons et que j'allais sur un terrain de foot, mais je faisais n'importe quoi. C'est-à-dire que j'allais plus à l'école, je sortais tous les week-ends. Quand je dis tous les week-ends, c'était les week-ends du mercredi au dimanche, tu vois. C'était un long week-end. Ouais, c'était un très long week-end qui était plus long que la semaine, tu vois. Donc, j'ai vraiment fait vraiment n'importe quoi pendant 2 ans, à tel point que je me suis même fait virer de mon club, qui était mon club formateur, Annecy, où Ouais. l'entraîneur m'a dit un jour, écoute, je peux plus continuer avec toi, tu fais trop n'importe quoi, en fait. Et t'es pas du tout dans l'esprit, et ça même, ça jouait même sur d'autres joueurs, tu vois. Parce que je m'en battais Ouais. vraiment les couilles. C'est chaud, mais c'est vrai que, enfin moi, j'ai cette vision, mais qui est peut-être pas vraie, mais j'ai souvent cette vision que le sport professionnel, ça retire quand même une grosse partie du plaisir que tu avais au départ, tu vois, de pratiquer ton sport. Ça, enfin, ouais, c'est trop en fait, tu vois. C'est même si t'aimes ça, il y a toutes les obligations, tout ce qui va autour, tout ce que tu vas peut-être pas aimer, et puis c'est une pression permanente. Et enfin, je sais pas si tout ce que t'en penses, toi, est-ce que d'après toi, en parlant avec les gens que t'as connus, que t'as côtoyés aussi, est-ce que c'est quand même un truc un peu systématique, c'est-à-dire que t'as quand même, tu perds cette notion de plaisir, ou t'arrives quand même à garder un certain plaisir de l'amour de ton sport quand même, quoi. Écoute, moi, je pense qu'il y a les deux. Je connais pas mal de mecs qui sont professionnels aujourd'hui. Pas plus tard qu'hier, j'étais en train de jouer au tennis avec un mec qui joue en Ligue 1 depuis maintenant 10 ans, tu vois. Euh, Lui, par exemple, tu prends son exemple, c'est un fan de foot. Il prend plaisir à chaque entraînement, il prend plaisir dans chaque club où il est passé, il prend plaisir à chaque match qu'il joue, et il me dit qu'il pourrait continuer à jouer encore 20 ans s'il fallait. Donc, à ces mecs-là, et à ceux qui tombent dans une routine et qui, en fait, comprennent vraiment plus les raisons pour lesquelles ils sont là à faire ce sport. Parce que c'est devenu une habitude, parce que les enjeux, parce que la pression, parce que la concurrence, parce que les supporters, parce que ci, parce que ça. Donc, je pense vraiment que tu as les deux, et je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une réponse à donner. Je pense que ça dépend vraiment du mental des gars, en fait. Ouais, parce qu'il y en a qui, quand même, où tu vois, moi je le vois dans la boxe, mais ça me surprend tout le temps, mais pour moi, c'est l'impact de ces obligations d'être pro, mais qui, bah, quand ils arrêtent leur carrière, et il y en a, ils ne remettent quasiment plus jamais les gants, tu vois, et ça me paraît fou parce que c'est un truc qui a été dans ta vie tellement longtemps, qui a eu une part importante, et puis, bah, en fait, quand t'arrêtes, bah, la pratique plaisir, et plus là, quoi. C'est-à-dire que tu veux plus du tout le faire. C'est associé à c'était mon boulot, c'est plus pour le plaisir, j'ai arrêté, c'est terminé, quoi. Ouais. Alors, tu sais ce que je vais faire? Je vais juste fermer ma petite fenêtre, parce que sinon tu vas entendre l'église pendant 20 ans. Elle est persistante, hein, cette église. Elle est, elle est horrible. À 7 heures le matin, c'est une fanfare. Ah. Écoute, au moins, il n'y a pas de grasse matinée Ah non, avec l'église. les grasses matinées dans mon village, tu oublies. Ça n'existe pas. Euh, Donc ouais, je te disais vraiment, je pense que ça dépend des gens, ça dépend le rapport que tu as avec le sport, et ce que tu fais. Mais après, je pense aussi, tu dis il y en a qui remettent jamais les gants, qui reprennent Mm. jamais, et je pense que c'est aussi parfois aussi une overdose un peu du truc, tu vois. C'est comme le gars qui a, je sais pas, t'as des
des gens, ils vont te dire ah, j'ai pris une cuite et j'ai bu 2 bouteilles de rosé, j'ai jamais pu retoucher de rosé de ma vie. Tu sais, Ouais. tu sais, t'as déjà ces gens qui là, bah, je pense que dans le sport, c'est à peu près la même chose aussi, tu vois. Toi, tu rejoues quand même aujourd'hui pour le plaisir ou pas? Bah, moi, pour te dire, j'ai arrêté pendant 1 an à cause de mes blessures et aussi parce que j'ai une dernière année qui s'est très très mal passée avec le coach que j'avais. Et du coup, vu que c'était lui qui était censé en fait réentraîner cette année, bah, j'ai dit écoute, plutôt que moi, je voulais rester dans mon club. Mon club, je terminais là où je changerais plus quoi. Et vu qu'il y avait encore le coach, j'ai dit écoute, j'arrête parce que de toute façon, ça va mal se passer et on n'est pas du tout alignés. Et en fait, si tu veux, ça me manque aujourd'hui beaucoup. Euh, pas que le terrain, mais aussi le côté social du foot. Ouais. Tu vois, les coéquipiers, les discussions dans le vestiaire, les rigolades, tu vois, les petits messages au quotidien, les chambrages, les sorties aussi, tu vois, après les matchs et toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, c'est ça, moi, qui me manque terriblement. Et en fait, aujourd'hui, je vais reprendre en fait une licence dans le club où j'ai terminé. Et là, je rattaque la saison là, début août. Ah ouais? Ouais. Donc là, tu sais, tu t'es laissé aller pendant une année, partir un petit peu en voyage, profiter des soirées. Et tu as quelques kilos en plus, donc là, c'est le moment de tout reperdre pour pouvoir rattaquer correctement, quoi. Eh bah, ça c'est fou. Ouais, bah, le côté social, ouais, moi, tu vois, qui du coup qui est arrêté aussi l'enseignement dans mon club et tout, c'était vraiment, bah, je pense, une grosse part de ce qui me plaisait. J'adore enseigner, mais c'est le côté social et je dois avouer que oui, c'est ce qui me manque. Quand j'ai même des élèves qui m'envoient des messages en me disant alors, ça te manque pas de plus donner de cours et tout. Et c'est pas tant de donner des cours qui me manque le plus, c'est ouais, c'est le relationnel, quoi. Mais si on va un peu plus loin dans le truc, tu vois, l'être humain, par définition, c'est un être social. C'est quelqu'un qui a besoin d'interagir, qui a besoin d'échanger, qui a besoin de se sentir intégré dans une communauté, qui a besoin de se sentir aimé aussi. Et parfois, moi, je trouve même que le sport, en fait, il oublie un petit peu ça. Et on oublie aussi de faire en sorte que les gens, en fait, se sentent bien dans les endroits où ils sont. Ça peut être des gymnases comme toi, ça peut être des dojos, ça peut être des clubs, ça peut être n'importe quel type de structure. Et en fait, on oublie qu'il n'y a pas que le terrain et qu'il n'y a pas que les capacités physiques, techniques ou athlétiques de la personne. Tu vois, il y a aussi sa capacité mentale. Alors, je sais pas si la capacité mentale, ça se dit, mais en tout cas, son bien-être mental, tu vois. Et pour ça, il faut qu'il se sente bien dans son espace, il faut qu'il se sente bien avec les gens avec lesquels il est. Et aujourd'hui, je pense que c'est un truc sur lequel, au moins en France, en tout cas moi dans le foot, on oublie que le mental de quelqu'un et le fait qu'il se sente bien dans sa tête, c'est 50% de la performance et que l'autre partie, le terrain, ne représente que 50% des Eh oui. performances du gars, tu vois. Mais même, tu vois, quand je t'ai posé la question, à quoi tu attribuais la réussite de l'équipe en Coupe de France, tu m'as dit aussi quand même que la relation entre les gens, la cohésion et tout ça de l'équipe y avait participé. Et pour qu'il y ait ça, il faut que chacun soit bien dans sa tête aussi, tu vois. Clairement. Clairement, mais c'est Donc, c'est trop important. Et puis, je pense que voilà, moi, je te parle du foot, mais je sais pertinemment que c'est valable dans n'importe quel sport. Tu dois être bien, tu dois te sentir bien, tu dois être heureux, tu dois te sentir aimé, écouté, tu dois te sentir intégré aussi pour pouvoir performer. Ça, c'est hyper important. Et aujourd'hui, en tout cas, on mise trop sur l'aspect technique, athlétique du gars plutôt que comment il se sent, tu vois. Parce qu'en fait, ce qu'on comprend pas, c'est que le combo des deux, il fait x3, quoi, en termes de performance. bah oui, mais parce que c'est l'envie de s'entraîner, l'envie de devenir meilleur et tout, c'est dans la tête, hein. Ouais, clairement. Clairement. Dans la tête, et puis en soi, je vais te reprendre l'exemple du foot parce que c'est le seul que je connais, mais je sais typiquement que, et en tout cas, je vais te prendre mon exemple, comme ça je parle pas pour tout le monde, mais si je vais parler pour tout le monde parce que je sais que c'est pareil pour tout le monde, mais en fait, un joueur qui est au meilleur de son niveau, c'est un joueur qui, dans sa tête, est en pleine confiance. Et comment on fait pour être en pleine confiance? Je vais me répéter, mais on doit se sentir heureux, aimé, intégré dans sa structure pour pouvoir l'être, tu vois. Et c'est là, en fait, où tu as des mecs qui cassent des niveaux, où là, tu as des mecs qui surperforment, et tu as des mecs ouais, qui sortent littéralement du lot. C'est quand tu as tous ces facteurs-là qui sont réunis, quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça doit pas être facile du coup parce que tu développes après ces relations et tout. Et je pense que dans le parcours d'un footballeur, il y a quand même souvent des changements d'équipe. Du coup, tu, tu perds toutes ces relations que tu avais et c'est dur de reconstruire et de se faire apprécier peut-être là où tu arrives. Clairement, c'est aussi pour ça que, en gros, que tu as des mecs qui changent de club, généralement, il y a toujours une période d'adaptation. Tout le temps. Il n'y a jamais un mec qui arrive, qui casse tout d'un coup. Ou alors, c'est très, 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 très rare.
Et en fait, le temps d'adaptation, en fait, il est dû à quoi? C'est à quel point il est intégré rapidement dans la structure où il arrive. Ouais. Souvent, c'est pas la même langue, souvent, il a pas les mêmes coéquipiers, et cetera. Mais si tu regardes bien, s'il connaît déjà des gens sur place, qui parlent la même langue que lui, qui l'intègrent Mm. facilement à la structure, bah, ça va quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Alors que Mm. si tu connais personne, et cetera, bah, il y a vraiment comment dire, un temps d'adaptation qui peut être très long, voire même, ça peut ne jamais arriver si le mec se sent pas pleinement, intégré dans le truc, tu vois? Ouais. Et au contraire, tu as des gars qui font des carrières de ouf, qui sont à la base très moyens, mais qui font des carrières de ouf dans certains clubs parce que ils se sentent super bien là-bas et ça leur permet en fait de simplement bah, être à leur plein potentiel. Ouais. J'ai une question qui me vient comme ça. Sans fausse modestie, est-ce que tu penses que tu étais doué? Tu es quelqu'un de doué à la base, tu as des facilités. Bon, bien sûr, je veux dire, je parle pas de par rapport à un joueur de foot lambda, puisque sinon tu n'aurais pas été à ce niveau-là, mais je veux dire, même au sein de, voilà, des personnes que tu as côtoyées, est-ce que tu penses que tu es quelqu'un de doué ou pas? En toute transparence, je pense que j'aurais pu jouer en Ligue 1 aujourd'hui sans problème. Hmm. Sans problème. Et Parce que c'est si je pas. te pose cette question-là, c'est parce que souvent, enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai, c'est que comme il y a des choses que tu n'as pas voulu faire, euh, enfin, j'attribue souvent cette attitude-là à ceux qui sont doués, pour qui ça a été, je vais pas dire facile, mais qui avaient quand même des facilités et qui n'ont pas été un peu obligés d'aller chercher des solutions, des trucs en plus, tu vois. Bah, en fait, ce serait te mentir que de dire ouais, je sais pas trop, etc. J'étais dans les deux meilleurs dans toutes les catégories où j'ai été et dans tous les clubs où je suis passé, tu vois. Sauf que la réalité, c'est quoi? C'est que j'avais pas la dalle, tu vois. Moi, j'ai dit un truc l'autre jour, j'ai fait aussi un autre podcast avec Andy Poiron, je sais pas si tu connais. Ouais, je le Et connais, ouais. il me posait un peu une question similaire. Et en fait, moi, j'ai remarqué un truc, c'est que j'étais pas passionné de foot. Ah ouais? Tu vois. Et si je dois comparer aujourd'hui avec mes potes qui réussissent mieux que moi, alors qu'à la base, ils n'étaient pas plus doués, clairement pas, Hmm. c'est des mecs qui étaient passionnés, tu vois. Ils déjeunaient foot, ils bouffaient foot, ils dormaient foot, ils vivaient foot tout le temps. Ils regardaient tous Hmm. les matchs. Moi, je vais être poli sur ton podcast parce que c'est pas le mien, mais je m'en Un foutais. peu. Ouais. Tu vois, je m'en foutais, je regardais pas les matchs, j'étais pas passionné, je connaissais pas les scores, je connaissais pas les classements des clubs. Je connaissais pas les adversaires Ah et ouais? ouais, ouais, vraiment. Alors, j'exagère un peu quand je dis ça, mais juste pour te Hmm. dire, je vivais pas et j'étais pas passionné, donc j'allais pas chercher ce truc en plus, tu vois, pour devenir bon. Et si je l'avais fait, oui, j'ai aucun doute sur le fait qu'aujourd'hui, j'aurais eu une carrière de foot professionnelle. Ça, c'est pas du tout, Hmm. j'en suis certain. C'est marrant ça. Ouais. C'est marrant, ouais, parce que pourtant, là, il y a quand même, on parlait de la boucle de dopamine. Quand tu es bon à un truc, bah, souvent, tu sais, ce qu'on aime, on est bon à ce qu'on aime, tu vois, Ouais. naturellement. Ouais. Euh, Je suis d'accord avec toi, mais en fait, si tu veux à un moment donné être bon, c'est quand même limité parce qu'en fait, tu es bon dans les niveaux où tu es, mais à un moment donné, quand le niveau augmente un petit peu et que tu as d'autres mecs qui progressent en face ou qui arrivent avec des niveaux différents, bah, il faut pouvoir t'adapter vers le haut. Et comment on s'adapte le plus facilement vers le haut, en fait, en tout cas, c'est ma vision des choses, c'est en prenant des exemples sur des personnes qui sont meilleures. Sauf que si tu te renseignes pas sur les personnes qui sont meilleures, que tu n'analyses pas, que tu regardes pas, que tu regardes pas les matchs, que tu n'analyses pas comment les joueurs se déplacent sur le terrain, que tu n'analyses pas comment ils se positionnent offensivement, défensivement, comment ils coulissent, comment ils communiquent avec leurs partenaires, etc. Si tu reproduis pas en fait des schémas qui fonctionnent à plus haut niveau, en fait, tu peux pas progresser. Et si tu ouais. restes juste dans ce que tu sais faire, à un moment donné, ça bloque. Et en tout cas, c'est ce qui est arrivé pour moi. Et alors, c'est marrant parce que du coup, tu as quand même décidé de reprendre. Donc, Ouais. t'es pas un passionné de foot, mais en même temps, on dirait que tu as un peu du mal à t'en passer. Mais c'est peut-être pas le foot qui te fait revenir, c'est les relations. J'aime le foot, j'aime Ouais. jouer, j'aime être sur le terrain, j'aime me dépenser, voilà, j'aime ce jeu. Pas au-delà d'en bouffer toute la journée et de regarder tous les soirs les résultats de chaque club, etc. Mm. Mais par contre, j'aime le jeu en lui-même et j'aime l'aspect social. C'est vraiment ça. Si je dois Ouais. vraiment te réfléchir du pourquoi, du comment, j'ai eu 1 an pour y réfléchir. C'est Ouais. vraiment ça le truc qui me manque. Tu vois. Ouais, je trouve ça intéressant. Et du coup, je trouve que ça montre cette importance, ouais, de l'aspect social dans le sport, quoi. Ça l'appuie encore plus, tu vois. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Mais je le dis, tu vois, des fois à des coachs, parce que moi, j'ai beaucoup gardé mes élèves très longtemps. Et
il y en a qui me demandent comment, tout ça, parce que même en cours particulier, tu sais, tu as du mal à garder les gens longtemps. Moi, je te dis, je t'en ai déjà parlé, mais je gardais des gens des fois 10 ans, 12 ans. Et en fait, c'est pas parce que tu es le meilleur coach, Ouais. c'est la relation. En fait, malheureusement, il y a beaucoup trop de monde qui sous-estime l'importance de l'humain dans le sport. Peu importe ce qu'on fait, hein, que ce soit un rapport de coach à joueur, de dirigeant à joueur, de joueur à joueur. Aujourd'hui, l'aspect relationnel, c'est le truc le plus important dans ce qu'on fait. Tout ton exemple à toi, il est simple, c'est tu coaches des gens, mais en fait, c'est pas pour les techniques que tu enseignais, c'est pas parce que ils arrivaient mieux à faire une technique qu'une autre avec toi ou que ils trouvaient que tu étais un bon coach. Non, c'est parce que humainement, vous aviez une relation qui était saine, dans laquelle les gens se sentaient écoutés, dans laquelle les gens se sentaient bien, en sécurité, etc. Et c'est la raison principale pour laquelle ils restent. Aujourd'hui, dans le sport, notamment le sport collectif, euh, on oublie en fait simplement que c'est la base de tout. En fait, c'est même la base de la société en fait, si on va un peu plus loin dans le truc. Mais si je dois te dire moi la meilleure saison que je fais, c'est il y a 3 ans en arrière, quand j'arrivais en fait dans le dernier club que j'ai fait, GFA Rumilly-Vallière. Et là, le président m'avait appelé pour me faire venir. Il m'avait donné vraiment envie, donné confiance parce qu'il m'avait parlé, etc. J'avais adoré le contact. Le directeur sportif, pareil, j'avais adoré. Le coach, pareil, j'avais adoré. Et en fait, tu te sens aimé, tu te sens compris, tu te sens écouté. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? T'es pas devenu bon en un claquement de doigts. C'est juste que mentalement, tu as des relations qui sont extrêmement saines avec tout le monde. Et c'est là où tu performes. Ouais. Tu vois? Alors qu'on n'a Ouais, rien fait. C'est juste des gens qui m'ont juste montré de l'intérêt, en fait, tout simplement. mais oui. Et la préparation mentale, c'est quelque chose qu'on vous faisait ou non, pas du tout. Non, non, non. C'est quelque chose qui arrive aujourd'hui dans le foot de plus en plus. Il y a des préparateurs mentaux, notamment dans les structures professionnelles. Mais c'est pas quelque chose qui est démocratisé ou qui l'était du moins. Donc on avait un ou deux gars qui avaient juste fait des trucs de sensibilisation, tu vois, mais il n'y avait pas vraiment de processus qui était mis en place dans nos structures pour la prépa mentale. Et tu avais une sorte de routine ou pas avant match, un peu, enfin, à toi, ou c'était une routine collective Non, j'ai essayé de faire 2-3 trucs, tu vois, parce qu'il y avait des machins à la mode à l'époque, tu vois, de comment tu te prépares dans le vestiaire, comment tu mets tes écouteurs, quelles chaussettes t'enfiles avant l'autre, si tu fais tes lacets dans un sens ou dans l'autre. Mais non, j'ai jamais tenu un truc sur le long terme. Mais je pense, n'empêche, même si c'est pas le cas, je pense que c'est quand même intéressant de travailler là-dessus, sur des routines d'avant, de préparation, de visualisation et toutes ces choses-là. Moi, je les ai jamais pratiquées parce que déjà, j'avais pas été sensibilisé encore une fois et je savais pas comment m'y prendre. Mais pareil, aujourd'hui, c'est vrai que je ferais ces petits travaux-là, ou du moins, je trouverais un truc qui me permet de me conditionner au moins à la compétition. Ouais, parce que tu vois, j'ai un de mes amis qui est prof là dans mon club, Pank, qui est hypnothérapeute, et c'est vrai qu'il me racontait, lui, quand il prépare des fois les gens pour les compétitions, il fait des ancrages, c'est-à-dire que ça peut être un geste, ça peut être un mot, un truc qui est à toi, tu vois, mais que tu vas associer à une réussite à l'entraînement ou à un truc, et donc ça te met dans un état spécifique qui te prépare à performer, tu vois. Mais Et ça peut être, tu sais, il y en a qui ont avoir besoin je sais pas, de s'isoler, de se mettre ils mettent tout le temps la même musique avant tu vois, enfin voilà, c'est pour ça que j'étais curieux de voir si toi, tu avais un peu une routine comme ça ou pas. non, j'en ai pas, mais je te dis, autour de moi, j'avais pas mal de personnes qui avaient, notamment la musique, etc. Ouais, T'as des morceaux de Hans Zimmer, je sais pas si t'as déjà écouté Hans ouais, Zimmer, mais t'as des trucs ouais, qui te rendent barjo et t'as qu'une envie, c'est d'aller au combat, par exemple. Mais juste ouais. pour revenir sur l'hypno, donc là, c'était l'hypnothérapie, et j'avais eu un jour une équipe contre qui on avait joué. Et en fait, l'équipe adverse, c'était un match hyper important. C'est un match qu'on appelle un derby. Donc en fait, c'est un club qui est proche de chez toi. Et il y a une vraie concurrence en fait entre les deux clubs. Et ce D'accord. jour-là, on a affronté l'équipe, et l'équipe d'en face, ils avaient fait appel en fait toute la semaine à un hypnotiseur qui avait du coup pris les mecs individuellement et qui les avait mis, si tu veux, dans un état de guerre, si tu veux, pour le week-end. Et les mecs, tu les connais tous, donc tu sais comment ils sont en face. Et je te jure, ce jour-là, c'était pas les mêmes. Les Ouais. mecs étaient fous. Les mecs faisaient des efforts comme je les avais jamais vus faire. Les mecs, limite, ils te reconnaissaient pas. Non, mais je te jure que j'exagère pas quand je te dis ça. Les mecs, ils nous insultaient alors qu'on se connaissait. Personnellement, j'avais joué dans ce club-là, moi, par le passé, tu vois. Et après coup, en fait, on a su qu'ils avaient fait appel à l'hypnose. Alors, par chance, on avait gagné, mais c'était un match hyper difficile, vraiment dans le combat, etc. Et en fait, Ouais.
leur coach avait pris un hypnotiseur toute la semaine et il y avait eu un vrai impact en fait sur ce match-là, sur les efforts des mecs, sur à quel point ils étaient concentrés, leur niveau d'implication et d'intensité dans le match, bref, toutes ces choses-là. Et ça m'avait vraiment, vraiment choqué après coup quand j'ai su en fait ce qu'il y avait eu vraiment derrière ce truc, tu vois. Donc il y a aussi il y a plein de choses à faire. Ouais, il y a plein de choses à faire. Et est-ce que tu as, parce que je te dis, moi, c'est vraiment un milieu que je connais pas, donc je connais plus les sports co à travers les films. Est-ce que tu as des fois des speeches de motivation de l'entraîneur et tout qui vous chauffent avant de rentrer sur le terrain, ou t'as jamais eu d'entraîneur comme ça Si, clairement. Bah, en fait, ça dépend du profil de coach que tu as. En face de toi, tu en as qui vont être très calmes, très zen et qui arrivent à te motiver autrement pour d'autres raisons que simplement te rentrer dedans, tu vois, et te motiver, etc. Il y en a d'autres qui vont le faire différemment. Et tu en as d'autres qui, au contraire, sont très boum, 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 parfois par un discours positif, avec vraiment te donner l'envie. Parfois d'autres avec un discours que je déteste, mais vraiment avec la négativité, en mettant la pression, Ouais, en truc. C'était le cas de mon dernier entraîneur, tu vois. Mais il y a ouais. vraiment tout type de coach, mais il y en a qui font vraiment des trucs de dingue et qui arrivent vraiment à permettre à leur équipe de se transcender, quoi. Ouais, parce que ça, tu vois, c'est marrant, parce que autant moi, en termes de pratique, les sports collectifs, du coup, j'en ai quasiment jamais fait, mais par contre, à la télé, au cinéma et tout, j'adore les trucs, quoi. Une de mes séries préférées, c'est Friday Night Lights. C'est sur une équipe de lycée de football américain dans une ville Ouais. du Texas, quoi. Et le coach, mais il est monumental, quoi. Enfin, les personnages sont criants de vérité. Et, c'est une série un peu spéciale parce que enfin, je m'étais renseigné sur cette série parce que je l'ai tellement adorée. Et en fait, c'était beaucoup de l'impro. C'est-à-dire que il te disait, bah voilà, dans cette scène-là, voilà ce qui doit se passer, voilà les enjeux, voilà la situation du personnage et tout. Allez-y, quoi. Ils avaient pas, en fait, ils apprenaient pas un dialogue et tout. Ouais. Et je trouve que, enfin, du coup, il y a ouais, il y a un truc spécial dans cette série. Et j'avais adoré cet univers-là, tu vois, d'équipe, de relations, de coach, de voilà tous les enjeux, tout ça, je trouve génial, quoi. Clairement. Et puis, tu as certains coachs qui arrivent, en fait, si tu veux, c'est assez rare hein, quand même. Souvent, c'est vraiment l'image qu'on a à la télé du coach, Mm. etc. Mais c'est assez rare de trouver un coach qui sait en fait utiliser les bons mots, qui sait se positionner, tu sais, en tant que leader dans l'équipe. Quand je te parle ça, quand je dis que c'est rare, c'est rare un mec qui le fait vraiment correctement. T'en as plein qui essayent parce qu'ils ont vu un tel à la télé, parce que Mm. ils pensent que c'est bien, mais en vrai, ceux qui ont le vrai discours de leader, qui te donnent envie et qui te font que tu sors du vestiaire, t'as qu'une envie, c'est de tout arracher, c'est assez rare. Mais c'est vrai que j'ai eu la chance d'en avoir un ou deux qui étaient vraiment comme ça. Je pense il y en a un qui s'appelait Michel Poinsignon, que je salue. Je pense pas qu'il écoutera le podcast, mais en tout cas voilà. Et en fait, c'est le mec Jamais. derrière. T'as qu'une envie en fait, c'est de poser le cul par terre, comme on dit, pour aller chercher le match, pour se battre, pour l'équipe, aussi pour lui et pour tout le reste, tu vois. Et à l'entraînement, comment tu t'arrives à te forcer, à te dépasser et tout ça. Donc à part ta période du coup de 2 ans qui a été difficile où tu faisais le strict minimum, mais sinon, comme c'est quand même des entraînements difficiles chaque semaine, plusieurs fois par semaine et tout, comment tu arrives à maintenir cette envie et puis ouais, à performer, quoi, même aux entraînements où il n'y a pas l'enjeu peut-être du jeu, tu vois, mais Ouais, je séparerais ça de 2 trucs. Je pense que tu dois pour avoir déjà l'envie, je pense qu'il y a 2 trucs qui sont méga importants. C'est déjà la motivation, interne. C'est pourquoi tu vas à l'entraînement? Pourquoi tu vas t'entraîner? C'est quoi ton objectif? Est-ce que c'est pour, devenir titulaire parce que tu es remplaçant? Est-ce que c'est pour garder ta place de titulaire parce que tu es titulaire et que tu veux pas que les autres te passent devant? Est-ce que tu as envie de devenir le meilleur joueur de la poule? Est-ce que tu veux jouer dans un meilleur club l'année prochaine? Donc, il faut vraiment avoir une raison déjà pour laquelle tu vas t'entraîner. Je pense que c'est déjà la base, sinon, reste chez toi. Et le deuxième truc aussi, c'est je pense aussi, et c'est la chance qu'on a eue sur le dernier club où j'étais, avant que moi ça se passe mal pour moi, mais en gros, une motivation externe, c'est-à-dire qu'on arrivait en fait avec l'équipe à, se, à être tous motivés au même moment, ce qui fait hmm. que quand tu étais à l'entraînement, tu étais là pour t'arracher. Parce que autour de toi, en fait, tout le monde était pareil. Hmm. Ça m'est arrivé des clubs où tu as un groupe de 5 qui s'en bat les steaks, tu en as un autre qui fait le truc tout seul dans son coin, et toi, tu es là un peu au milieu, tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais? Soit je m'en bats les couilles, soit je me mets un petit peu au pli. Et voilà. Donc en fait, je pense que tu as vraiment une motivation externe de OK, pourquoi je suis là, en un, et en deux aussi, bah, comment le staff autour de nous et comment l'équipe, comment ils sont aussi eux dans la Hmm. séance
pour te donner en fait envie que, ok, la motivation interne, elle te permet de venir à l'entraînement avec le smile, avec la bonne détermination, mais aussi ensuite pendant la séance, vu que c'est un sport co, tu vois, Ouais. comment est-ce que le reste des personnes fait en sorte que derrière tu gardes cette motivation-là pendant la séance? Parce que si tu as beau être hyper motivé à venir, si tout le monde s'en bat les couilles autour de toi, au bout de 5 minutes, toi c'est pareil. Tu vois. Ok. Donc voilà, je pense qu'il y a les deux côtés. Et alors après, là, ce que je me posais comme question, c'est donc toi, tu arrivais quand même à en vivre de ça, mais tu as fait du coaching, c'est ça, non? Tu as été coach sportif aussi en parallèle? Ouais. Donc ça, c'est un truc que tu as voulu rajouter parce que ça t'attirait ou c'était vraiment parce que tu voulais avoir un revenu plus important? Si tu veux, j'aurais pu vivre du foot. Ça aurait pas été, j'aurais pas roulé je serais pas en train de rouler en Lamborghini par contre, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire que tu survis. Je dis tu survis du foot en fait quand tu es dans des niveaux Mmh. comme nous. Ouais. Tu vis mais tu as juste assez pour vivre. Voilà. Ouais. Point. Mais j'ai eu une chance, c'est que quand j'ai commencé à me réintéresser à la vie normale, tu vois, quand je suis rentré chez moi, quand j'ai arrêté un peu de faire le con, etc., j'ai assez vite été passionné de dev perso et d'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, il n'y avait rien qui me plaisait et je voulais bosser à mon compte. Et en fait, j'ai surtout vite compris que je pouvais, si je comptais que sur le foot, j'allais droit dans le mur parce que déjà je survivais, mais qu'en fait, sur le long terme, c'est pas viable. Parce qu'à un moment Ouais. donné, je vais tenir 10 ans comme ça, je vais survivre pendant 10 ans, mais après, je termine rideau, tu vois. Il y a rien à faire. Mmh. Tu deviens coach, ok, génial, tu survis en étant coach. Voilà les débouchés. Et en gros, j'ai été vite alerte de ça et j'ai vite compris, en observant un peu ce qui se passe autour de moi, que il fallait que je trouve autre chose et que je me lance dans une carrière autre que ça, tu vois. Et ce qui était évident, en fait, c'était le sport. Ouais. Donc, j'ai intégré les salles de sport, je suis devenu coach sportif et j'ai fait du coaching sportif, en fait, rapidement, quoi. D'accord. Et parce que là, dans ce que tu dis, tu vois, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que tu aurais pu te dire, bon, bah, enfin, je survis de ça et je continue à miser dessus et tout. Mais déjà, tu as investi du temps parce que je suppose quand même que c'était pas facile d'aller te former et puis prendre des clients, aller en salle et tout en continuant le football, tu vois. Et juste, je me demandais comment tu dis que tu t'es mis à aimer donc tout ce qui était développement personnel, marketing et tout. Qu'est-ce qui t'a accroché en premier? Comment t'es rentré dans ce monde-là en fait? Par quelle porte? Je peux te dire ce que c'est, je m'en souviens. Euh, la vraie première entre guillemets expérience entrepreneuriale, c'est qu'un jour j'étais, je sais plus si c'était sur internet ou sur un blog, et je tombe sur une vidéo. Alors je pense que tu connais, c'est un gars qui s'appelle Cédric Anissette. Ouais, ouais. Et à cette époque-là, il lançait un truc qui s'appelait Quitter la rat La race rat 1. race, ouais. C'était le Ouais. 1, c'était le tout début de ce gars-là. Et en fait, Ok. j'écoute son histoire, il partage que il était banquier à Londres, qu'il est rentré en France, etc., qu'il a lancé son business, etc. Et en fait, ça m'a parlé le truc de j'étais ailleurs, je suis rentré parce que ça me plaisait pas d'être banquier, etc. Et je me suis lancé dans l'immobilier. J'ai fait à l'époque, alors je sais pas si c'est toujours pareil, parce que je le suis plus depuis, mais Mm. parce qu'il y a plein de trucs que j'ai pas aimé dans le virage qu'il a Oui. pris. Mais en gros, à l'époque, ce qu'il disait, c'est je suis rentré, j'ai fait du Airbnb et ma vie, elle a changé, tu vois. Ouais. Et moi, à cette époque-là, j'étais un peu dans un truc à me dire, ok, mais c'est quoi mes solutions aujourd'hui? Faut que j'aille travailler salarié. C'était vraiment, j'étais à la recherche de ce que je voulais faire, hein, vraiment. Et je vois ça et je dis, bah ok, il y a le truc quitter la rat race. Alors, manque de peau à l'époque, je savais pas que c'était important de se former. J'avais pas l'argent pour me former non plus. Mais je regardais tout ce qu'il faisait. Donc en fait, si t'es pas trop con, quand tu suis un mec, Mm. t'arrives à comprendre avec ses contenus un petit peu les méthodes, tu vois. Et en fait, j'ai commencé Ouais. à m'intéresser à l'immobilier d'abord. Et en fait, Ok. dans la foulée de l'immobilier, lui, il disait, bah voilà, il y a l'immobilier. Et ensuite, il a commencé à parler de business, un peu de manière générale, mais surtout business un peu sur Internet. Et c'est là où j'ai commencé à me poser plein de questions. J'ai commencé à lire, à me renseigner, à voir beaucoup de choses. Et en fait, c'était ça mon premier pied dans le dev perso et l'entrepreneuriat. Par Cédric Anissette. Ouais, ouais. Mais par contre, gars que je suis plus du tout aujourd'hui, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vraiment Non, non, comme mais ça. ouais. Et il était Moi, dans les ça fait premiers à longtemps que l'époque, ça fait hyper longtemps, hein. ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas vu son contenu non plus. J'ai regardé un peu à une époque. Après, c'est vrai que c'est un peu le cliché de maintenant. Ouais. Enfin, il est parti sur le Maintenant, côté oui. bling bling, machin, tout ça. Mais c'est pas pour ça il y a pas des choses intéressantes, tu vois, dans ce qu'il dit. Donc, Et pour la petite histoire, même si je vais aller plus loin dans le truc, en fait, je bossais à la salle de sport en parallèle et je continuais à regarder ces trucs. Et puis un jour, je discutais avec un coach de la salle
qui était plus âgé que moi, il devait avoir. Moi à l'époque, quand je te parle ça, j'ai 19 ans, par là. Et le mec devait avoir déjà 30-35 ans. Et puis, et je vois qu'il regarde une vidéo de Cédric Anissette. Et je lui en parle, je dis machin et tout. Il me dit, ouais, mais ça, c'est une vidéo de son programme. J'ai acheté son truc qui était la Rat Race et tout, machin. Et je le suis. Je dis, putain, génial et tout. Qu'est-ce qu'il raconte à l'intérieur et tout. Il me dit, bah tiens, fais la formation avec moi. Tu vois, et j'ai fait la formation, j'ai suivi la formation avec lui. Ça m'a mis les premiers, entre guillemets, le premier pas dans le truc. Et puis derrière, voilà. Et ça t'a quand même appris des choses ou pas? Ah bah oui, clairement. Ouais. Bah, je connaissais rien. Ouais. Je connaissais rien. Aujourd'hui, n'importe quelle formation, t'apprends quelque chose. Si t'es un Ouais. minimum ouvert, tu vois, si t'as un minimum, si t'as envie d'apprendre, tout. Bah, clairement, à 19 ans, j'avais tout à Ouais. apprendre. Et du coup, tu as fait quand même, donc, parce qu'on va pouvoir après aborder un peu ta reconversion professionnelle en quelque sorte. Mais donc, tu as fait du coaching. Ouais. Et c'était quoi, du coup, un peu ton expérience dans le coaching et ton constat aussi qui va me permettre de raccrocher les wagons avec la suite de Ouais. ta carrière? La vraie histoire, c'est que je me lance pas tout de suite dans le coaching. La vraie histoire, c'est que j'essaye de reprendre l'école, en fait, vers 19 ans. Ouais. Et je reprends un BTS, je sais pas quoi foutre. En fait, c'est aussi simple que ça. Je me dis, ok, il y a quoi que je peux faire à côté de chez moi, et je vois qu'il y a un BTS NRC. C'est un BTS négociation relation client. Ça avait l'air d'être du commerce, ça avait l'air d'être pas trop difficile. Je me dis, allez, je fais ça. Et Ouais. le seul truc, c'est qu'il fallait trouver une alternance pour intégrer un BTS. Et à ce moment-là, je trouve mon alternance dans une salle de sport. Et la nana me dit, ok, pour l'alternance, mais par contre, on n'a qu'un rôle à l'accueil. Ça veut dire, en gros, tu fais l'accueil, tu vends des abonnements, etc. Donc, j'ai démarré par là. De là, je me suis formé dans le coaching. Ensuite de cette structure-là, donc j'ai arrêté l'école parce que ça ne m'intéressait pas. J'ai fait 3 mois, mais la nana m'avait proposé un CDI parce que je bossais plutôt bien et que je m'étais mis à bosser. J'avais un peu retrouvé un pourquoi et j'avais retrouvé un peu du sens à ma vie et à ce que je faisais. Et ensuite, en fait, j'ai été débauché par une salle en Suisse. Donc, juste pour dire, moi j'habite à Annecy, c'est à côté de la Suisse. Et c'est vrai que la Suisse, en fait, financièrement parlant, c'est beaucoup plus intéressant. Et du coup, je suis parti bosser là-bas. Et surtout, j'ai eu l'intérêt de me lancer dans le coaching là-bas. Tu vois, parce que je voyais les coachs, c'est plutôt bien. Puis moi, j'aimais bien la relation avec les gens. Donc, je me suis formé et j'ai eu mes premiers clients. Et en même temps, je suis devenu manager de la structure. Ça veut dire que, tu vois, je suis monté assez vite un peu dans les échelons et peut-être avec le recul un peu trop vite. Mais au final, le fait d'être monté trop vite, ça m'a fait voir tout ce qu'il fallait que je voie dans le fitness pour ensuite me dire, j'ai pas envie de rester dans les salles et je veux devenir vraiment indépendant, avoir ma propre clientèle, les gens avec qui j'ai envie de bosser, etc. et devenir coach indépendant. Et tu as réussi à faire tout ça avec le foot en parallèle? Ouais. Ah, j'étais un malade. J'étais un malade mental. Charbonné, quoi. J'étais un malade mental. Genre, je dormais 3h30, 4h par nuit. Ah ouais. Un malade. Jusqu'au jour où ça a pété. Ah bah oui, forcément. Voilà. Clairement, je me prenais pour un surhumain. Je pensais que j'étais capable d'encaisser. Je te la fais simple, mais en gros, sur la semaine, tous les matins, en fait, je faisais toutes les ouvertures du club parce que je voulais me sortir du temps le soir pour aller m'entraîner les jours où j'avais besoin, c'est-à-dire tous les jours. Donc, en fait, je me levais à 4h parce qu'il y en avait une ouverture de la salle à Genève qui était à 6h. Donc, moi, le temps de me réveiller, de me changer, d'aller à la salle, donc le trajet, plus le temps de l'ouverture, grosso modo une demi-heure, il fallait que je me lève 2 heures avant. J'ouvrais à 6h, je bossais jusqu'à 14, 15h, et ensuite, je filais directement en 1 pour faire une micro-sieste sur la route, parce que j'avais pas le temps de la faire autrement. Donc, je dormais dans ma voiture pour faire ma sieste. Et ensuite, je filais donc soit en soins, soit à l'entraînement. Tu vois ? Ouais. Et en fait, si tu veux, j'ai fait comme ça pendant une année, sauf qu'un jour, bah, en fait, physiquement, ça a tout pété. Donc, d'abord physiquement, c'est-à-dire qu'en gros, j'ai 2 de mes adducteurs qui ont lâché. Tu sais, sur les muscles adducteurs, j'ai le court et le long qui ont sauté en même temps du côté gauche. Donc, d'un coup, bah, je pouvais plus jouer au foot. Fini rideau. Donc, ça te met un bon handicap pour la suite. Et aussi, mentalement, un jour, je me suis dit, mais bah, en fait, c'est simple. Un jour, je pouvais. Il y a un lundi matin, en fait, où il fallait retourner travailler. J'ai dit, mais je peux plus y aller. Ouais, putain. Plus l'envie, plus la force, plus le truc. Donc, en fait, si tu veux, ça te fait retomber sur terre parce que tu te crois surhumain, tu crois que tu es capable de tout encaisser, tu crois meilleur que les autres, mais en fait, tu l'es absolument pas, quoi. Tu es comme tout le monde. Ouais, bah après, quand t'es jeune, t'as toujours ce sentiment ouais, d'un peu d'invincibilité. Et puis, bah, ça va tenir un certain temps. Et puis, comme tu dis, à un moment, ça finit par péter. Tout le monde croit qu'il est différent, qu'il n'a pas besoin de sommeil, que lui, enfin, c'est pour les autres et compagnie. Mais en fait, non, tu te fais rattraper. Et le sommeil, c'est vraiment. Enfin, ouais, moi, je le vois en ayant deuxième bébé et tout, mais c'est quand même.
la base, quoi, pour être en bonne santé, performant, pas se blesser et tout ça. Tu peux aller chercher tous les trucs compliqués, justement, de récupération, les compléments alimentaires que tu veux et tout. Mais en fait, ta base, c'est déjà ton sommeil. Et après, normalement, ton alimentation. Ça, on Ouais. n'en a pas parlé, mais Le de ce pilier, que j'ai c'est compris. ouais. Le Ça, pilier, c'est extrêmement simple. C'est d'abord sommeil, ensuite l'alimentation et en Mm. 3, l'entraînement. Ouais. C'est aussi simple que Oui, ça. oui. Mais l'alimentation, du coup, toi, c'est un truc que même si tu étais en sportif de haut niveau, c'est pas un truc que tu as vraiment maîtrisé dans ta carrière, quoi. Pas du tout. Au même titre que le repos et Ouais. l'hygiène de vie de manière générale. J'ai pas du tout été. C'est pour les mêmes raisons en fait. C'est qu'on n'a pas été sensibilisé correctement à ça. Hmm. Ouais. On nous l'a dit mais sans insister dessus. Et quand Ouais. tu as 17, enfin 13, 14, 15, 16, 17, c'est pas toi qui vas aller faire des recherches dans des bouquins pour savoir comment il faut s'alimenter, etc. T'as pas l'âge, c'est pas du tout ton centre de Ouais. préoccupation. Enfin, du moins en tout cas pour moi et de manière générale, je pense pas Ouais. que c'est le truc auquel on attache de l'importance pour tout le monde. Donc on aurait dû nous sensibiliser avant. Tu Et alors, du coup, on continue sur cette période-là. Donc, tu te pètes les deux adducteurs. Tu peux plus continuer à bosser. Là, tu es un peu en burn-out, en quelque sorte, quoi. Je peux pas te dire si c'est burn-out ou pas. Je connais pas la définition exacte et puis j'ai pas envie de me ranger dans une case. Ce que je peux juste te Ouais. dire, c'est que à un moment donné, j'ai eu Pas un trop plein. voilà, il y a eu un trop plein et il y a eu une cassure en fait où j'ai dit ok, Ouais. c'est pas ça. Je suis pas au bon endroit et c'est pas ça, c'est pas comme ça que je l'imaginais. Et alors, qu'est-ce que tu fais quand tu prends du temps pour réfléchir? Tu avais déjà une idée qui te trottait dans la tête que tu n'avais pas mis à exécution? Ouais, en fait, cette cassure-là, elle est bien parce que il y a deux trucs qui sont bien. C'est que euh, c'était le moment où notre structure, en fait, c'est une chaîne de salles de sport qui regroupait à l'époque 23 clubs en Suisse. Et moi, j'étais manager de la plus grosse de ces structures-là. Donc, quand même pas mal de responsabilités pour un petit jeune, tu Hmm. vois. Et Ouais. ce moment-là, on se fait racheter par un autre groupe, beaucoup plus gros. Et à ce moment-là, il revoit les salaires de tout le monde. Sauf que moi, autant te dire, ça m'allait pas. Donc, ça a Hmm. été nickel pour dire, ça me va pas. Et pour me faire licencier. Et du coup, en fait, ça m'a permis, moi, de me faire licencier, mais surtout, de pouvoir devenir complètement indépendant. Donc, j'ai conservé une grosse partie de ma clientèle en coaching, tu vois. Et je suis parti uniquement sur du coaching individuel, donc j'allais simplement au domicile. Et puis également, j'avais pris un petit local à Genève où en fait je faisais mon petit personal training là-bas et je recevais mes clients, tout simplement. Donc ça m'a permis de faire une transition et de plus travailler en fait pour quelqu'un, mais d'être 100% à mon compte pour la toute première fois de ma vie. Hmm. Et est-ce que c'était effrayant ou pas d'être ce passage de salarié qui est en quelque sorte à solopreneur, quoi? Franchement, non. Et je vais te dire pourquoi. Pour deux raisons. La première, c'est que j'avais quand même un matelas de sécurité Mhm. où je savais que même si ça se passait pas bien, je pouvais vivre pendant 6 mois, tu vois. Donc j'avais déjà entre guillemets ça, donc ça m'a permis de le faire un peu de Ouais. manière un peu plus sereine. Et la Parce qu'en seconde, foot, juste une chose, en foot, quand tu te blesses comme ça, ils te payent plus ni rien. ça Si dépend le tu joues club pas, t'es pas et le payé. contrat que tu as. Ouais. Ça dépend ton club et ton contrat. Moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir des bons enfin, c'est pas des contrats qu'on a, c'est des engagements et c'est des trucs qu'on signe quand même, donc c'est des papiers, mais c'est pas des contrats. Mais par contre, j'ai toujours eu des clubs réglo. Donc on a toujours été payé parce que mine de rien, tu vas quand même en soins, tu vas quand même aux séances, etc., etc. Ouais. Et puis Donc, tu avais quand même le foot ouais, qui payait aussi. ouais, ça, plus les économies que j'avais réussi à mettre un peu de côté tous les mois, parce que pareil, j'avais lu 2-3 bouquins, Père riche, Père pauvre, L'homme le plus riche de Babylone, tu vois, les trucs comme ça qui me faisaient dire, mets 10% de tes revenus de côté tous les mois et au moins tu seras tranquille. Donc ça m'a bien aidé aussi. Ouais. Et Ok. puis deuxième truc, c'est que j'avais aussi bien anticipé en fait la transition. C'est-à-dire qu'en gros, je savais qu'à un moment donné, j'allais sortir du truc. Et j'avais commencé à en parler à mes clients et je savais qu'ils allaient jumper avec moi sur au moins 80% d'entre eux. Hmm. Et ça m'a permis de garder quand même une base de clientèle quand même solide et qui me permettait d'avoir des revenus quand même. Et alors, ensuite, donc, il y a eu l'amorce de la partie en ligne, quoi. Tu as développé, si tu peux nous en dire un peu plus, mais donc une formation pour les coachs. Ouais. Comment c'est arrivé? Comment est venue l'idée? C'est quoi un peu la genèse du truc, quoi? Si tu veux, la genèse du truc, elle est assez simple. C'est que déjà, moi, j'ai toujours été un bon commercial. C'est-à-dire que, comme je t'ai dit, en fait, moi, j'ai commencé à vendre des abonnements à la salle de sport. C'est-à-dire que le premier truc que j'ai fait dans le fitness, c'était de vendre des abos aux gens, déjà. Ouais. Donc, et puis, j'y prenais plaisir en plus. Ça, c'était la première chose. Derrière,
je deviens coach, mais pareil, mon plaisir, c'est même pas limite de coacher, c'est juste de vendre en fait aux gens des contrats de prestation, etc. Jusqu'au jour où en fait le PDG de notre structure, à Genève toujours, il vient me voir et me dit, écoute, je sais pas comment tu fais pour vendre autant de coaching dans ton club, etc. Et j'aimerais bien que tu puisses apprendre en fait aux autres à le faire. Tu vois? Donc là, je me dis intéressant. Tu vois, ce que j'ai l'air de mettre en place et ce que j'ai appris un peu déjà sur le tas et les différentes formations que j'avais suivies en interne dans les clubs, ça marche et je peux aider. Et ensuite, quand je deviens indépendant, je commence à beaucoup plus communiquer en fait, parce qu'avant, j'avais pas besoin. Les gens, ils venaient au club, donc je prenais tout le monde parce qu'ils venaient à moi. Mais en fait, quand je suis devenu indépendant, ils venaient plus à moi. Donc, il a fallu mettre en place des stratégies, des méthodes, me faire connaître, etc. Donc, j'ai commencé à me renseigner, lire des bouquins, regarder des trucs, acheter des formations. Et au bout d'un moment, en fait, il y a pas mal de personnes autour de moi, notamment des anciens collègues et d'autres coachs qui me contactaient en disant, ouais, j'ai vu que tu faisais ça, machin, j'ai vu que tu avais mis ça en ligne, j'ai vu que tu faisais tel type de truc, est-ce que tu pourrais m'expliquer un petit peu? Et en fait, je me suis rendu compte que ça plaisait bien. Mais en fait, je me suis surtout rendu compte que j'avais plaisir à partager ces trucs-là. Tu vois, ces méthodes, comment je fais, etc. Et en fait, de là, c'est assez naturellement, j'ai aussi un tempérament, enfin une façon de fonctionner d'entrepreneur, et je me dis, ok, mais pourquoi je ferais pas une formation en fait pour expliquer aux coachs sportifs comment vendre leurs prestations et comment développer leur activité, tu vois. Et le but premier, c'était de lancer une formation 100% dédiée à la vente. Je vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, c'était vraiment comment vendre tes prestations, comment présenter ton programme, etc. et comment faire ça. Et en fait, je me suis rendu compte derrière qu'il y avait une opportunité d'aider les coachs à se faire connaître davantage, notamment avec les réseaux sociaux. Se faire connaître, trouver des clients, vendre des prestations et surtout réussir à vendre à des gens qui sont même pas à côté de chez toi, c'est-à-dire vendre en distanciel, etc. Moi-même, je le faisais pour moi, donc je me suis dit pourquoi pas l'expliquer en fait aux autres tout simplement. Et c'est là où j'ai lancé mon business que j'ai aujourd'hui, quoi. Alors, tu peux dire comment ça s'appelle? Ça s'appelle Level Up. Level Up, c'est un bon nom, ça. Ouais, écoute, je sais pas, hop, sur la casquette. Ah, voilà. Le branding. C'est bien, ça. Level Up, ça fait 4 ans maintenant que j'ai monté cette structure. On a fêté nos 400 membres là dans les programmes qui sont passés sur 4 années, et on a surtout des super résultats, et franchement, c'est juste ouf, donc voilà. Et c'est donc pour les coachs qui sont en salle, mais c'est aussi pour du coaching en ligne. Tu les aides ou c'est... Clairement, ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'adresse pas à tous les coachs. Ça s'adresse vraiment à des coachs qui ont envie de créer un business que j'appelle moi à leur service. C'est-à-dire que le problème des coachs sportifs aujourd'hui, et tu es très bien placé pour le savoir, c'est quand on bosse en salle ou quand on est 100% indépendant, en fait, on échange notre temps contre de l'argent. Ça veut dire qu'en gros, tu travailles 1 heure, tu es payé 1 heure. Tu travailles 2 heures, tu es payé 2 heures. Mais qu'à un moment donné, dans une semaine, tu peux pas faire plus. C'est-à-dire que quand tu as pris tes 20, 22, 25 clients dans la semaine, donc tes 25 séances, entre le temps de trajet, je te passe tout le temps que ça prend. 25 heures de coaching, ça veut dire 50 en réalité. Quand tu as fait tout ça, quand tu as fait toutes tes séances, que tu arrives le dimanche et que tu es cuit-coq et que tu dois recommencer chaque semaine comme un hamster de refaire le truc, à un moment donné, tu es obligé de recommencer chaque semaine sans pouvoir partir en vacances, etc. Et en fait, l'idée, c'est que y a des coachs qui comprennent qu'à un moment donné, ils pourront pas faire plus à un moment donné. Et le seul moyen aujourd'hui de faire plus, il y a plusieurs moyens, mais aujourd'hui, moi, celui que je mets en avant, c'est la partie trouver plus de clients grâce au online. En fait, c'est pour ces gens-là, tu vois, qui ont déjà une expérience terrain, mais qui veulent aller chercher un peu plus loin, aider beaucoup plus de monde, et également, en fait, décorréler la rémunération qu'ils ont du nombre d'heures qu'ils travaillent. Ouais, et donc toi, c'est vraiment maintenant ton activité à plein temps, cette partie-là. Tu fais plus de coaching? Non, j'ai arrêté. Récemment, avant que je parte en voyage, ça fait 6 mois que j'ai arrêté complètement. Ok. Mais tu vas quand même reprendre le foot, donc tu vas avoir le temps de faire les deux. Ouais, quand on veut faire quelque chose, on trouve le temps. Ouais. Ça, c'est toujours pareil. C'est que si tu as vraiment envie de faire des choses, tu trouves le temps de le faire. Ouais. Ah, c'est cool. Moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, le parcours, tu vois. De voir d'où t'es parti. Bon, je t'ai pas trop posé de questions sur comment t'avais commencé le foot et tout, mais on a eu les points marquants, et tu vois, de voir toutes les étapes par lesquelles t'es passé et où t'en es aujourd'hui. Et je sais que t'as passé pas mal de temps au Mexique et tout ça, donc là, ça t'a donné une liberté que t'aurais jamais eu en fait. Clairement, j'aurais jamais eu. Il y a 5 années en arrière, je pensais pas que c'était possible de construire, ou au moins d'être là où j'en suis aujourd'hui. Tu vois, si tu m'avais posé la question il y a 5 ans,
j'aurais pu te dire tu rêves, tu vois. Mais c'est quelque chose qui moi m'a vraiment beaucoup aidé, c'est vraiment la recherche de liberté en fait. Ouais. Et le fait de ne dépendre ni de personne. Donc déjà dans le foot, donc j'ai arrêté le foot parce que je voulais plus dépendre du choix d'un coach, tu vois. Je voulais dépendre que de Ouais. moi. Mais donc plus dépendre de quelqu'un avec un boss ou quelque chose comme ça. Je voulais pouvoir bouger où je voulais quand je voulais, tu vois, donc avoir une liberté géographique. Je voulais pouvoir m'organiser comme je voulais, tu vois, un peu la liberté temporelle. Pouvoir m'entourer aussi des gens que je voulais m'entourer. Ça va être mes clients, mais ça peut être aussi les membres de mon équipe aujourd'hui. Ça peut être aussi ma famille, tu vois. Je voulais pouvoir être avec qui je voulais, donc la liberté plutôt sociale. Liberté financière aussi. Construire un truc Ouais. qui a du sens, mais surtout qui me permet de vivre correctement. Ça, c'était quelque chose d'hyper important pour moi. Donc, vraiment la recherche de liberté qui a guidé quand même pas mal de choses sur les 5 dernières années, j'ai envie de te dire. Et alors là, c'est quoi la suite pour toi maintenant? Je sais pas trop. C'est pas trop. Ce que je peux te dire, c'est que déjà, sur ce qu'on fait aujourd'hui pour aider les coachs sportifs, l'idée, c'est pas d'avoir une entreprise qui génère plein d'argent et qui envoie du lourd. L'idée, c'est de durer sur le long terme. Ouais. C'est-à-dire que si on maintient ce qu'on fait déjà là et qu'on aide déjà chaque année 100 personnes, ce sera déjà génial parce que je préfère aider 100 Ouais. personnes qui changent leur vie que en aider 500 et faire de la merde, tu vois. Ouais. Donc l'idée, c'est vraiment de maintenir ça. J'aimerais vraiment m'inscrire aussi dans un projet un peu plus global et pas aider que des coachs sportifs, parce que je pense que j'ai vraiment une expertise qui pourrait aider pas mal de Mm. personnes autour du business en ligne. Alors pourquoi pas investir dans des structures, pourquoi pas... voilà, c'est encore assez vague, mais je me vois un peu sur un projet un peu plus ouvert, on va dire, et puis reprendre le foot gentiment, reprendre du Et plaisir. et le côté du coup sale et tout, en ayant géré, ça c'est déjà un truc qui t'a jamais attiré au final. Si tu veux, j'ai Pas eu vraiment forcément une mauvaise courir, expérience. mais Ouais. créer un concept. À titre perso, j'ai vraiment eu des mauvaises expériences en tant que Ouais. manager, Mm. humaines notamment. Et en fait, si tu veux, ça m'a tellement. En fait, j'ai pas eu de chance, donc a priori, je retournerai pas sur ce type de business-là. Ouais. Ok. Et puis également, aujourd'hui, là où je suis vraiment bon, c'est sur la partie en ligne. Mm. Tu vois, aujourd'hui, il y a une différence entre gérer un business en physique et Ouais. gérer un business en ligne. Je veux dire, c'est pas la même chose, c'est pas le même métier. Et aujourd'hui, Non, là non. où je suis vraiment bon, c'est vraiment sur l'aspect online. Du moins, je me trouve bon. Ouais, t'es bon. Je sais que t'es bon. Merci. Tu me Si, si, rassures. non, non, mais. Ça va, il n'y a pas Eh que oui. moi qui. Ouais, ouais. On est d'accord, c'est bien. Non, non, on a beaucoup discuté tous les deux, donc je sais que t'es vraiment bon là-dessus et je trouve ça top de pouvoir aussi, bah en fait, parce que ça demande un courage, tu vois, d'amorcer des changements comme ça. T'as bifurqué plusieurs fois en fait dans ta carrière et il y a beaucoup de gens qui, bah en fait, jouent la sécurité et voilà, ne vont pas s'épanouir parce que c'est la peur qui les guide en premier, quoi. un des, pour moi, un des trucs qui caractérise les meilleurs entrepreneurs, en tout cas de mes observations, c'est la capacité à faire des choix, en fait, justement. Ouais. Et au contraire, les gens qui galèrent le plus, ou du moins qui sont pas satisfaits de leurs résultats, ou de leur vie, ou de toutes ces choses-là, c'est également des gens qui n'arrivent pas à en faire. Ouais, Et c'est ça, le non-choix, ouais, restes sur ton statu quo, tu bouges pas, exactement. mais Ouais. tu as l'impression que c'est un choix que tu décides de continuer comme ça, mais en fait, il y en a, c'est plus par, ouais, par non-choix, ils restent dans leur situation, quoi. Exactement. Et alors pour certains, c'est pas facile. Pareil, il y en a. C'est comme on discutait. Il y a chacun a son degré, tu vois, de capacité à réussir à faire un choix. Mais en soi, aujourd'hui, c'est important de pouvoir réfléchir correctement et de décider en fait. C'est la Ouais. capacité à prendre des décisions qui en fait conditionnent ton avenir, tu vois. Mais moi, je mettrais un petit bémol, même si c'est pas à la mode, mais parce que l'entrepreneuriat est très à la mode. Et moi, je pense quand même que ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens Clairement. qui et c'est pas une question tu vois de valeur ou quoi que ce soit. Il y a des gens, je t'ai déjà parlé de ça, mais de câblage. C'est pas fait pour eux de pas avoir une certitude à la fin du mois, tu vois, en fait, de pas être un salarié, quoi. Ils vont pas bien le vivre. Et donc, du coup, ils vont pas être épanouis dans leur quotidien et tout. Donc, c'est très à la mode de dire, allez-y, changez votre vie, machin et tout, si vous en avez envie. Moi, je rajoute quand même ce petit bémol il y en a pour qui
la vie de salariat, c'est très très bien. Et ce sera mieux, ils le vivront mieux, ils seront plus épanouis là-dedans Je suis 100% en d'accord. trouvant un bon boulot. Donc après, ça peut être aussi change ta vie, c'est-à-dire que tu es dans une situation où ton boulot te convient pas, tu peux changer de boulot, mais changer, ça veut pas dire tout balancer et d'un seul coup prendre tous les risques. Je suis 100% d'accord avec toi. Alors, je sais pas si j'ai dit j'ai parlé d'entrepreneuriat, etc., mais je suis 100% d'accord sur le fait que, en fait, c'est pour t'épanouir pleinement dans ta vie, c'est ta capacité à faire des choix, en fait. Et ça peut être, Ouais. comme tu as dit, changer d'employeur. Ça peut être, à un moment donné, prendre son courage à deux mains et puis aller dire à un collègue qui nous pète les couilles parce que c'est vrai, ou se réconcilier avec un autre et décider de faire une croix sur des choses. Tu vois, c'est toutes ces choses-là, c'est de la prise de décision, en fait, tu vois. Bah oui. Et toi, on voit que tu as pris des décisions dans ton parcours, même si c'était des moments, parfois c'était pas facile, mais le fait d'aller voir ton entraîneur et de lui dire je rentre chez moi, il y en a qui pourraient dire bah, c'est une forme d'abandon, mais non, en fait, c'est une décision en fait, cette situation ne me convient pas, je stoppe. Clairement. Avec ton dernier entraîneur, pareil, tu aurais pu continuer, machin et tout, mais tu veux pas continuer avec lui, donc tu as dit je stoppe, tu vois. Bah, Et c'est des choix. clairement, mais en fait, il y a quand même un process derrière ça. Alors, si on a encore 2 minutes, je viens de partager ça parce que Ouais. je sais que je le partage en tout cas dans mes formations et je sais que ça aide quand même pas mal de personnes, mais on peut mettre en place chacun son processus en fait de prise de décision. Et en tout Mmh. cas, moi j'en ai un. C'est en fait quand j'arrive à une décision, quand je dois faire un choix sur quelque chose, je me pose toujours cette même question, c'est de dire ok, si je dois prendre tel ou tel choix, donc généralement il y a deux solutions, hein, généralement. euh, Qu'est-ce qui se passerait dans le pire des cas si je prends telle décision et qu'est-ce qui se passerait dans le pire des cas si je prends l'autre. Voilà. Ouais. Et derrière, en fait, tu viens mesurer qu'est-ce qui se passerait. Et généralement, quand tu fais ce travail-là, tu te rends compte que peu importe le choix que tu fais, et même si tu fais le choix qui te fait le plus peur des deux, bah que si ça se passe mal, c'est-à-dire dans le pire des cas, mais vraiment le pire, hein, ça veut dire que Mmh. vraiment ça se passe tout mal de A à Z, et ben même avec ça, généralement, tu te rends compte que bah, c'est pas si grave que ça. Ouais. Tu vois. Mmh. Généralement, tu te rends compte que même ce choix-là, si tu te plantes de A à Z et qu'il n'y a rien qui va comme tu veux, bah à la fin, c'est pas la mort, quoi. Je veux dire, tu deviens pas SDF. Mmh. T'as pas plus personne qui va te parler autour de toi et tu vas pas te couper les ponts avec tout le monde. Tu vas pas mourir, ok. Ouais. Non, la vie peut, même si ça ne va pas comme tu veux, dans le pire des cas, je le répète, généralement la vie elle continue, quoi. Et tant que t'es pas mort, bah tu peux toujours rebondir et partir sur autre chose derrière, quoi. Mais c'est un truc que je me disais plus quand j'étais jeune, moins maintenant, mais quand j'avais les trucs où j'avais peur de faire et tout, je me disais, mais tu vas pas en mourir, alors vas-y. C'est un truc, Clairement. c'était un discours intérieur que je me tenais et qui m'a servi plusieurs fois à faire des choses qui me faisaient très peur, tu vois, et de me dire, non, en fait, là, tu risques pas d'en mourir, donc vas-y. Et il y a un indicateur aussi fort, c'est que généralement quand ça fait peur, c'est que c'est là où il faut aller, quoi. Mm. Souvent, Souvent, souvent. souvent. Ouais. Pas tout le temps, mais grosso Mm. modo, si ça fait peur, c'est un indicateur comme quoi c'est peut-être là où il faut aller. Ouais, ouais, bah, le côté inconfort et tout ça, si tu fais que des choix qui sont confortables, souvent tu vas moins loin que si tu prends le risque de faire des choix un peu difficiles, quoi. Ouais, clairement, 100% d'accord. Et ben écoute, je crois qu'on va terminer là-dessus, parce que j'ai ma femme qui m'attend pour manger, mais C'est l'heure du c'était repas. vraiment super cool. Voilà, moi, c'est toujours ça que j'aime aborder, tu vois, dans les podcasts, c'est le parcours de vie, le cheminement, les embûches, comment tu les as gérées, les leçons un peu que tu peux en tirer. Et toi, t'es pas si vieux que ça, mais tu as une vie déjà bien, bien remplie. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, voilà, dans un domaine qui m'est étranger, le foot. Ouais. Donc, j'ai appris pas mal de choses. Et voilà, j'espère que ça aura plu à tous ceux qui vont écouter également. Un grand merci à toi pour l'invite en tout cas, et puis content que j'espère t'avoir réconcilié un peu avec le monde du foot et Mais oui, mais même c'est pas que j'aime ouais, je sais, pas, hein, enfin, c'est qu'on il y a des comprend choses pas. que je pense que j'aime pas dans le foot, mais le sport en lui-même ne m'attire pas énormément. Voilà, je vais être honnête, enfin, les gens ils hallucinent tout le temps, mais le dernier match de foot que j'ai regardé, c'était la Coupe du Monde 98. 98, la demi-finale et la finale. Donc voilà, ça, c'est pas un sport qui me fait vibrer. Par contre, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le pratiquent et tout, parce que je sais quand même que c'est quand même hyper dur, hyper traumatisant. Et puis, bah, comme tout sport de haut niveau, c'est beaucoup de sacrifices. Mais voilà,
j'y connais absolument rien. Je suis quasiment incapable de te citer des noms de joueurs d'aujourd'hui. Donc, ouais, je suis un peu peut-être un extraterrestre pour certains sur ça, mais ouais, mais c'était intéressant de voir plus les coulisses et comment ça s'est vécu de l'intérieur, quoi. Ouais. Et à l'inverse, pour finir, moi j'ai beaucoup de respect pour le monde de la boxe et des arts martiaux. J'ai essayé de me mettre à la boxe cette année et je pars avec un retard qui est phénoménal. Et quand je vois la difficulté que j'ai à devenir bon là-dedans, chapeau aussi. Ouais, bah chaque sport a sa spécificité, hein. Je pense que moi, si tu me fais faire du foot, ça va être la cata. À voir. Je pense qu'on n'essaiera même pas. Mais en tout cas, merci, ça m'a fait vraiment plaisir d'échanger Ouais, là-dessus. Et puis, c'est vrai que ces formats podcast sont vraiment cool en tout cas. yes, bah, je mettrai les liens pour les gens qui veulent te suivre sur les réseaux et tout ça. Si tu veux juste les partager vite fait, comme ça c'est dit, et puis je les mettrai après. Ouais, bah, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Lohan Boucher, qui est vraiment plus axé business, et puis un compte Instagram qui s'appelle Lohan Level Up, donc Lohan tiré du bas, donc tiré du 8, Level Up. Ok, super, bah, je mettrai tout ça en description. Et puis, bah, écoute, beaucoup de succès pour la suite, et nous deux, on reste en contact quoi qu'il arrive. Merci beaucoup, Greg.